C'est un problème qui nous pendait sous le nez depuis plusieurs années. En effet, depuis le temps du séjour au pouvoir du camarade Hugo Chavez, leader de la révolution bolivarienne du Venezuela, les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs quel que soit le parti majoritaire au pouvoir, qu'il soit démocrate ou républicain, avaient exprimé leur ambition de mettre la main sur le Venezuela. De mettre la main sur le Venezuela parce que ce pays est détenteur de faramineuses réserves de pétrole, les premières réserves pétrolières du monde, de faramineuses réserves d'eau potable et de faramineuses réserves de terres rares. Avant de mourir d'un cancer, Hugo Chavez se sera battu avec tous ses camarades à la tête de la révolution bolivarienne pour empêcher cela. Il aura lui-même échappé à tellement de tentatives de coup d'État et de tentatives de kidnapping que finalement, sa mort par cancer est venue simplement interrompre les plans américains qui avaient pour but, à la manière de Manuel Noriega en 1989 à Panama, un kidnapping avec traduction devant les tribunaux impérialistes américains. Chavez s'en est allé et à la tête de la révolution bolivarienne du Venezuela, le camarade Chavez a amené au plébiscite du camarade Nicolás Maduro. Maduro s'est avéré un chef politique à la hauteur des espérances du peuple vénézuélien et du leadership bolivarien, car dans la droite ligne de Simón Bolívar, le grand libertador de l'Amérique latine, Maduro a refusé de brader son pays aux États-Unis. Il a refusé de livrer le pétrole, le gaz, les terres rares, l'eau potable immense du Venezuela au capitalisme américain. Voilà pourquoi les dirigeants américains, fussent-ils démocrates ou républicains, se sont jurés sa perte et ont continué la politique de coup d'État, de déstabilisation, d'embargo, de blocus, de sanctions, ayant pour but d'imposer coûte que vaille à la tête du Venezuela un valet de l'impérialisme américain. À notre réveil, ce samedi 3 janvier 2026, c'est littéralement comme on reçoit un coup de poignard dans le dos que nous avons lu les informations crépitant sur les tabloïds occidentaux et informant le monde entier par la bouche de Donald Trump lui-même, à travers sa page Truth Social, qu'il avait massivement attaqué le Venezuela et qu'il avait, selon ses propres termes, capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro, afin de l'amener, prétend-il, aux États-Unis, où il devrait subir les rigueurs de la justice. D'abord, c'est une information choquante. Et elle est choquante à plus d'un titre. Elle est choquante parce que c'est une information qui est relayée avec beaucoup de joie par tous les médias occidentaux, nord-américains, canadiens, européens. Elle est relayée avec beaucoup de joie, alors même que c'est une information qui attriste plus des 3/4 de la planète. L'écrasante majorité des êtres humains qui habitent cette terre est choquée d'apprendre qu'un président étranger, d'un pays étranger, peut organiser une attaque armée d'envergure pour venir kidnapper le chef de l'État d'un autre pays, au motif d'aller le traduire devant la justice de son pays à lui. Plus de 3/4 de la planète ont le cœur qui saigne quand on voit humilier à ce point un dirigeant de la partie la plus nombreuse et qui constitue l'avenir du monde, le Sud global. Plus de 3/4 de la population, plus de 3/4 de la richesse de cette planète, plus de 3/4 de l'humanité
sont humiliés par le geste de Donald Trump. Et rien de plus choquant que de voir la cécité avec laquelle les médias occidentaux en parlent, ne se rendant pas compte qu'ils sont en train de précipiter ainsi, paradoxalement, la chute de l'Occident. Un acte d'humiliation de cette ampleur, lorsqu'il est relayé avec joie par des médias, ne fait qu'accumuler les frustrations de la grande remontada du Sud global. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a envie de s'intéresser aux circonstances dans lesquelles cela a pu se produire. On est choqué de la relative facilité avec laquelle Donald Trump met la main sur Nicolás Maduro. On est choqué d'abord parce que, de toute apparence, il y a une formidable organisation militaire au Venezuela. Il y a une armée populaire et c'est une armée qui possède une dotation d'armes suffisante, ne serait-ce que pour mener un combat de résistance dans la capitale. On s'étonne de voir la facilité avec laquelle l'invasion militaire américaine a été faite. D'où on est obligé de se rendre compte que pour que cette invasion militaire ait eu le succès que Donald Trump lui donne et que les médias occidentaux proclament, il a nécessairement fallu des défaillances à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. Il a nécessairement fallu des trahisons à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. On ne peut pas avec autant de facilité arrêter le président d'un pays alors que l'essentiel de l'appareil militaire de combat est intact, sans que cela ne soit un acte de trahison interne. D'où le deuxième choc que l'on ressent quand on regarde cette information, à savoir que les pays dominés, les pays menacés, ne sont pas simplement menacés et dominés par la volonté des puissances impérialistes étrangères, mais la plus grande menace qui pèse contre un pays, quelque pays que ce soit, ce sont ses traîtres internes. Ce sont les valets, les esclaves de maison qu'il y a à l'intérieur des peuples africains, des peuples américains, des peuples asiatiques en lutte, qui sont le plus grand danger. Parce que, en effet, si l'armée bolivarienne du Venezuela avait offert une belle résistance et infligé une défaite militaire aux envahisseurs américains, Donald Trump et tous les médias occidentaux ne seraient pas en train de se vanter actuellement. Ils ne seraient pas en train de se vanter. Cela pose donc le problème de la cohésion, de la cohérence interne des mouvements de lutte anti-impérialiste. Et c'est choquant. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle cela est choquant. La troisième raison pour laquelle cela est choquant, c'est que, devant la gravité de l'acte qui a été posé, on ne voit pas les réactions, non seulement des grandes puissances, que ce soit celles du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine. On ne voit pas la réaction diplomatique des différentes organisations internationales, latino-américaines, africaines, asiatiques, à la hauteur de la gravité de ce qui est là. Parce qu'en fait, la moindre des choses qui devrait être tirée de cette agression, c'est la rupture des relations diplomatiques de l'ensemble des peuples du Sud global avec les États-Unis d'Amérique. La moindre des conséquences qui devrait être tirée de cette agression délibérée contre le président du Venezuela, contre le Venezuela, contre la terre vénézuélienne, ce serait la rupture des relations diplomatiques entre le Sud global et les États-Unis d'Amérique. Or, on voit très bien tout le contraire. Et c'est cela qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 3/4 du monde tremble devant à peine un quart. Et face en réalité à une puissance militaire américaine qui n'est pas supérieure en réalité à la puissance militaire des 3/4 du monde. Qui est simplement en train de profiter de la division, de l'absence de cohésion, de l'absence de solidarité à l'intérieur du Sud global. Oui, parce que ce n'est pas parce que l'Amérique est plus forte militairement qu'elle kidnappe Maduro. C'est parce que le Sud global est moins solidaire militairement.
si le Sud global était plus solidaire militairement, l'Amérique n'oserait même pas entrer au Venezuela. Donc ce n'est pas tant la puissance américaine qui explique la facilité de ce kidnapping, c'est l'absence de cohésion, l'absence de solidarité, l'absence d'esprit de conséquence, l'absence de décision au niveau des forces du Sud global. C'est-à-dire des autres membres du Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, mais également des autres pays qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle globalement l'arc des BRICS. C'est parce qu'il n'y a pas eu une intégration forte sur le plan militaire de ce Sud global que ceci est possible. Donc, moi, c'est ce triple choc que je ressens. D'abord, l'humiliation de l'écrasante majorité de la population du monde par Donald Trump. Une humiliation qui va se retourner en un rejet massif de l'Occident sur toute la planète. Il ne s'en rend pas compte. Pourtant, c'est ce qu'il va obtenir. Il va exactement obtenir le contraire de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à force d'humilier les pays du Sud de cette façon, il va rendre irréversible le rejet du Nord dans le Sud. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, la trahison intérieure. La trahison à l'intérieur du Venezuela. Parce que même quand je lis les réactions de ce qui reste des autorités vénézuéliennes, ce sont des réactions qui ne sont pas à la hauteur de l'ignominie que le pays a subie. Normalement, le peuple vénézuélien doit être dehors. Il devrait être dehors maintenant pour exiger, eh bien, la libération de son président. Ce n'est pas des petits communiqués à la télé. Le peuple bolivarien du Venezuela doit être dehors. Or, les responsables vénézuéliens qui sortent, certains même osent appeler à la retenue, avouant indirectement par là qu'ils sont complices du coup d'État. Ils sont complices du coup d'État contre leur chef. Ceux qui viennent sortir pour parler à demi-mot. Il faut, dans des circonstances pareilles, justement mobiliser le peuple. Mettre le peuple, tout le peuple en état d'alerte générale. Un peu comme la Colombie a commencé à le faire. Donc on voit très bien qu'il y a là une trahison interne. Et cette trahison, elle s'inscrit dans cette mauvaise tradition que certains peuples longtemps dominés ont de vouloir rester dans la servitude volontaire. Certains en sont à penser qu'il vaut mieux rester sous la dépendance de l'Occident, sous la domination des États-Unis, que d'être libre, souverain, sans avoir nécessairement l'opulence, eh bien, d'une partie de la société américaine. Troisième choc, dis-je, la faiblesse de la cohésion dans la réaction du Sud global. L'absence d'une doctrine qui permette en réalité d'empêcher objectivement cette stratégie de démembrement du Sud global, qui est celle qui a été choisie justement par le bloc otanien dirigé par les États-Unis d'Amérique. C'est ce triple choc-là que je voulais partager d'abord avec vous. Maintenant, face à cette situation, que faut-il faire? Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de l'agression barbare des États-Unis d'Amérique, eh bien, contre le Venezuela, et du kidnapping annoncé par le président Trump lui-même, le kidnapping du président Maduro. D'abord, sur le plan du Venezuela, il est incontestable que l'avenir du Venezuela appartient au peuple révolutionnaire vénézuélien, à condition que celui-ci ne renonce pas à la lutte. Aucun gouvernement ne peut diriger le Venezuela si la doctrine bolivarienne que le peuple vénézuélien a reçue depuis plus de 200 ans maintenant, pratiquement 200 ans, si cette doctrine est vivante. La révolution l'emportera. Quels que soient les valets qui prendront le pouvoir à Caracas, ils finiront par être renversés. La révolution bolivarienne reprendra le dessus d'une manière ou d'une autre, car c'est la condition pour que les ressources vénézuéliennes profitent au peuple vénézuélien. Ça, c'est la première chose. Nicolás Maduro n'est pas un homme éternel. À supposer même que les dirigeants américains aient décidé de le supprimer ou de le garder en prison à vie aux États-Unis, ce n'est pas Nicolás Maduro lui seul qui faisait la révolution bolivarienne. La révolution bolivarienne, c'est l'âme du peuple vénézuélien et celui-ci doit continuer la lutte. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour le peuple vénézuélien. Il faut continuer la lutte et il faut combattre les éléments contre-révolutionnaires. Les États-Unis d'Amérique ne pourront pas imposer un gouvernement antipopulaire au Venezuela. Il y aura bataille, il y aura lutte.
Et le peuple vénézuélien devra triompher. Il n'a pas le choix. S'il veut être souverain et libre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce qui vient de se passer au Venezuela, contrairement aux apparences, c'est un avertissement supplémentaire à l'ensemble des gouvernements et des pays en lutte pour leur souveraineté totale. C'est un avertissement pour l'Iran, où Donald Trump menace désormais d'intervenir pour soutenir des manifestants contre le gouvernement. C'est-à-dire, en réalité, soutenir le coup d'État. C'est un avertissement pour la Fédération de Russie, où, à travers son proxy l'Ukraine, l'OTAN essaye de tuer le président Poutine en tirant sur sa résidence. Ce sont les mêmes procédures. C'est un avertissement pour la Chine, qui, confrontée à la crise de Taïwan et de Hong Kong, eh bien, devrait bien voir que d'avoir laissé se faire l'invasion du Venezuela, cela n'exclut pas que dans les plans américains, l'invasion militaire de la Chine soit dans les bacs. C'est un avertissement sans frais pour les pays africains, panafricanistes, révolutionnaires, et ici, notamment l'Alliance des États du Sahel. Qui peut le plus, peut le moins. La méthode utilisée par le président impérialiste américain contre le président vénézuélien indique celle qu'il aimerait bien pouvoir utiliser pour rétablir la suprématie des Occidentaux sur l'uranium, sur l'or, sur le gaz, sur le pétrole, sur le café, le cacao, le coton, sur les richesses faramineuses de l'Afrique, depuis le Sahel jusqu'à la pointe du Cap d'Afrique du Sud. Donald Trump, qui a positionné des navires de guerre dans le golfe de Guinée, affiche sa volonté de kidnapper en réalité tous les dirigeants de ce monde qui ne se soumettent pas au dieu dollar. Donald Trump affiche sa volonté de kidnapper tous les dirigeants de ce monde qui ne se soumettent pas à l'impérialisme américain, qui ne donnent pas priorité aux multinationales américaines dans l'exploitation de leurs ressources. Vous avez bien vu le pseudo-accord de paix organisé par Donald Trump pour continuer le pillage du Congo en association avec l'Union européenne, le Rwanda et l'Ouganda. Ce fameux accord de paix, qui n'est rien d'autre qu'en réalité un accord de dépossession du peuple congolais de ses richesses. Tshisekedi l'a signé, probablement parce qu'il craignait même que Trump soit capable de le faire enlever à Kinshasa et l'amener à Washington pour le juger. Donc, il faut que l'Afrique en lutte, l'Afrique résistante, reçoive 5 sur 5 le message de Trump. Il dit aux peuples africains ce qu'il a dit aux peuples latino-américains, ce qu'il dit aux peuples asiatiques, aux peuples du Moyen-Orient, ce qu'il dit aux peuples russes. Nous, nous donnons les moyens de vous imposer notre volonté par la force. Nous nous donnons les moyens de kidnapper vos leaders s'ils ne nous obéissent pas le doigt sur la couture. Nous nous donnons les moyens d'imposer l'ordre impérialiste américain et occidental sur la terre parce que nous savons que l'Occident est la partie la plus pauvre du monde. Et il est hors de question que nous acceptions que le monde qui est plus riche que nous impose de négocier ses richesses avec lui. Nous allons continuer à piller le monde, à arracher ce que nous n'avons pas. Il est hors de question que nous commercions, que nous négocions. Il est hors de question que nous cherchions des solutions de consensus avec vous, parce que si nous entrons dans un consensus sur l'uranium, sur l'or, sur le manganèse, nous allons nous appauvrir et vous allez vous enrichir. Nous deviendrons des pays, de développement moyen, alors que vous deviendrez des pays de développement puissant. Donc, il est hors de question que nous vous laissions devenir puissants. Nous vous avons déclaré la guerre. Nous vous ferons la guerre jusqu'à ce que nous n'en soyons plus capables. Voilà le message. Voilà le message de Donald Trump à l'Amérique latine, le message de Donald Trump au Moyen-Orient, le message de Donald Trump à la Russie, à la République populaire de Corée, à la République populaire de Chine, à l'Asie, le message de Donald Trump à l'Afrique.
Et voilà comment ce message rencontre l'unanimité du bloc impérialiste et néocolonialiste occidental qui se réjouit aujourd'hui. Je vous le dis, avec une certitude incontestable, c'est la fête dans les capitales européennes. C'est la fête dans les capitales d'Amérique du Nord. Tout l'establishment oligarchique néocolonialiste impérialiste occidental est heureux. Car il croit voir en la capture annoncée de Maduro, eh bien, un message psychologique fort qui est adressé aux dirigeants du Sud global, un message de l'OTAN, un message du G7, un message de l'hégémonie raciale occidentale sur le monde. Et voilà pourquoi il est important d'en parler. Voilà pourquoi il est important de dire les choses comme elles sont. Voilà pourquoi il est important d'assumer notre devoir d'hommes et de femmes dans le monde. Notre devoir d'Africaines et d'Africains éveillés. Vous, Afrique des libertés. Si nous ne sommes pas capables de dire ce qui est, mais notre existence sur la terre ne sert strictement à rien. Si nous ne sommes pas capables de vivre en nos âmes et consciences, notre existence sur la terre ne sert strictement à rien. Il ne sert à rien de vivre à côté de sa propre vie. De vivre à côté de son âme, à côté de sa conscience, à côté de sa dignité. Aujourd'hui, le plus grand et le plus digne des Vénézuéliens, sans doute le plus grand et le plus digne des hommes du Sud global s'appelle le camarade Nicolás Maduro. Qu'il soit mort ou vivant, c'est un grand humain, c'est un grand Américain, c'est un grand sujet moral de l'univers cosmique. Nicolás Maduro, parce qu'il est grand pour avoir dit non, je ne céderai pas les richesses de mon pays à l'Amérique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui de Nicolás Maduro, l'emprisonner, le tuer, il sera éternellement grand. C'est un homme immense. Et il a le respect, la considération, il a l'affection de tous les humains normalement constitués sur cette planète en ce samedi 3 janvier 2026. Si tu es véritablement un être humain, doué d'une âme et d'une conscience, tu soutiens Nicolás Maduro. Si tu es un infrahumain, un aliéné, si tu es un escroc, un démon, tu soutiens Donald Trump. Et la vie de Nicolás Maduro a plus de sens que celle de Trump. Parce que Trump vit pour l'accumulation des matières premières, l'accumulation de l'argent, l'accumulation des ressources éphémères de la terre, qu'il n'emportera pas dans sa tombe. Alors que Maduro vit pour permettre à toutes les âmes qui l'entourent de traverser la forme humaine sous la meilleure des formes, avant le jugement dernier des âmes qui n'appartient qu'au Tout-Puissant, maître de vie. Le combat de Maduro s'inscrit dans la véritable mystique de la vie infinie, alors que le combat de Trump est un combat au service de la mort. Tout ce que Trump vole, eh bien, il le perdra. Alors que tous les combats qui sont menés pour la vérité, la justice, pour la liberté humaine, eh bien, sont récompensés au centuple à l'échelle cosmique universelle. Et c'est cette décision que chacun d'entre nous doit faire pour lui-même, pour son peuple, pour son pays. Il faut choisir et assumer les raisons pour lesquelles nous vivons. Nous ne vivons pas à la remorque des désidératas de quelqu'un, nous vivons en écoutant les fibres profondes de notre âme. Nous vivons en écoutant nos âmes et consciences, nous vivons en écoutant notre sensibilité intérieure, nous vivons en assumant notre statut de créature en ressemblance de la forme divine. Alors, quand l'humiliation est infligée de cette façon au Sud global, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous taire ne nous sauve pas. La lâcheté ne sauve personne.
La lâcheté ne sauve personne, la peur non plus. Vous avez peur, vous n'avez pas peur. Quand les impérialistes réussissent à vous faire un coup tordu, ils le font quand même. Alors je vois certains qui sont atterrés, certains qui sont sidérés, certains qui sont figés. Alors même que c'est maintenant qu'il faut affirmer nos principes et affirmer notre liberté. C'est maintenant que l'Amérique du Sud doit se lever comme un seul homme, l'Afrique comme un seul homme, l'Asie comme un seul homme, pour dire à l'Occident, c'est terminé la gendarmerie de la planète, c'est terminé les kidnappings, c'est terminé les captures. Ce qui vient de se passer au Venezuela doit sonner comme un réveil pour tous les derniers dormeurs de la planète, afin de hâter la construction des synergies qui libèrent, les synergies qui protègent les peuples de l'ignominie des puissants déclinants. Pour le pétrole, pour le gaz, pour les terres rares du Venezuela, Trump, eh bien, s'attaque à Maduro. Trump enlève Maduro. Toi qui te tais, tu ne seras pas mieux protégé. Si Trump a dans ses plans d'attaquer ton pays, il l'attaquera quand même. Si Trump a dans ses plans d'essayer de kidnapper ton président, il essaiera quand même de le kidnapper. Ta lâcheté et ta peur ne te payeront en rien. Il faut lutter. Il faut dire non. Il faut s'allier, il faut s'unir, il faut résister. Et cette lutte, vous le voyez très bien, d'autant plus complexe, qu'elle commence par la lutte contre les traîtres internes à l'intérieur de nos propres pays, qui sont tapis dans l'ombre et qui espèrent l'aide d'une puissance occidentale pour déstabiliser leur propre pays et le livrer au pillage des Occidentaux. Ces traîtres sont tapis partout chez nous, tapis dans le Sahel. Ils étaient tapis dans le Venezuela et ils sont en train de montrer leur nez. Maintenant que Donald Trump a kidnappé le président Maduro. Ils sont tapis partout dans le sud global, nous imposant une lutte interne acharnée. Mais c'est cela le sens de la vie. Vivre, c'est lutter. À quoi devons-nous nous attendre? À quoi rêvions-nous? Qu'espérions-nous? Que l'Occident, aux abois, avec ses terres dépourvues d'or, de pétrole, de manganèse, d'uranium, nous nous attendions à ce qu'il nous laisse tranquillement comme ça disposer des richesses que Dieu nous a données? Non! Nous n'en disposerons pas sans lutter. Nous n'en disposerons pas sans lutter. L'Afrique ne sera pas facilement aux Africains. C'est la lutte des Africains pour leur souveraineté qui leur procurera leur souveraineté. C'est la lutte des Latino-Américains pour leur souveraineté qui leur procurera leur souveraineté. C'est la lutte des Asiatiques pour leur souveraineté qui leur procurera leur souveraineté. Alors ceux qui sont encore en état de choc, ceux qui sont encore dans l'émotion du moment, relevez vos consciences. Oh les cœurs! Prenons tous conscience de la nécessité de lutter pour vivre et pour transmettre un monde plus libre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, ceux qui viendront après nous. Ne nous apitoyons pas sur notre sort. Personne n'aura pitié de nous. Personne de ceux qui nous exploitent, de ceux qui nous pillent, personne de ceux qui se moquent maintenant de tout le sud global sur leurs médias n'aura pitié de nous. Notre espoir, notre devoir, notre pouvoir est de lutter. Nicolás Maduro, à la tête de la révolution bolivarienne du Venezuela, a lutté et lutte de son mieux.